Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Si vous avez vu la vidéo sur la légende de la fondation de Marseille, j'ai indiqué que les premiers temps étaient marqués par des périodes de paix, entrecoupées par des périodes où les Ségobriges ne voyaient plus la cité grecque comme une amie, mais comme l'étranger qui vient voler leurs terres. Et sur les terres, les tribus autochtones sont nombreuses, la région est particulièrement instable, et ce n'est pas mieux sur les mers. Rappelez-vous les propos de Justin. Il ajoute encore cette fable, qu'une chienne pleine suppliait un berger de lui prêter une place où il put mettre bas, que l'ayant obtenu, elle lui demanda plus tard de les laisser nourrir ses petits, qu'enfin ceux-ci ayant pris des forces, elle s'arrogea avec leur appui la propriété de ce lieu, que de même ces Marseillais se rendraient maîtres un jour de cette terre, qui n'occupait alors qu'à titre de colon. Les Phocéens étaient braves, intrépides, sinon ils n'auraient pas fait un si long voyage, ni tenté de fonder une ville sur un territoire hostile, et du courage, il en faudra au cours des premiers siècles de Massalia. Aussi, rapidement, les Massaliotes ont entrepris de fonder à leur tour des comptoirs le long de la côte méditerranéenne pour protéger leur commerce maritime et se protéger des attaques venant des terres intérieures. On va distinguer plusieurs zones. La côte ibérique avec Ménaqué qui serait du côté de Torre del Mar, Emeroscopéon qui serait du côté de Dénia, région d'Alicante, Emporion devenu Emporias et Roda devenu Rosas. Des Pyrénées au Rhône avec notamment Agatha qui deviendra Agde, Lataria qui deviendra Latte. Le long du Rhône et de la Durance avec Rodanousia que l'on imagine vers Saint-Gilles dans le Gard au lieu d'Iespéran, Téline pour la ville d'Arles, Avegno qui deviendra Avignon, Cabellio qui deviendra Cavaillon et Glanon près de Saint-Rémy de Provence. Le long de la Côte d'Azur avec Citariste qui deviendra la Ciotat, Torreis qui deviendra le Brusque, Olbia ou les prémices de la ville d'Hyères, Pergantion qui sera construit plus tard le fort de Brégançon, Héraclia Cacabaria qui donnera Cavalère, Athénopolis qu'on imagine être le golfe de Saint-Tropez, Antipolis, la ville d'en face qui sera Antibes, Nicaia qui donnera Nice, Monoïkos, le rocher de Monaco. On va revenir brièvement sur ces différents lieux. La ville de Massalia va se développer rapidement, mais dans les murs étroits, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la topographie de la cité naissante phocéenne. L'étroitesse de ces murs et la volonté de protéger le commerce va conduire les Massaliotes à créer de nombreux comptoirs. Ainsi, on évite que la population de la ville-mère se soulève par manque de place et de vivres. Les Massaliotes les plus pauvres se voient dotés d'un nouveau statut social plus important, deviennent des soldats, obtiennent des terres et des propriétés, ne grappillent pas les ressources de la cité-mère. Un mot rapide sur Alalia, aujourd'hui Aléria, en Corse, car on y consacrera sûrement une vidéo. L'actuelle est plutôt centrée sur les comptoirs et colonies massaliotes, et or l'Alia est une colonie phocéenne à l'instar de Massalia. Les premiers historiens ne sont pas tous d'accord, mais ce qui est sûr, c'est qu'une partie des Phocéens a fondé Massalia, tandis qu'une autre a fondé Alalia. Et si on date la fondation de Massalia vers moins 600 avant Jésus-Christ, on peut dater celle d'Alalia vers moins 565 avant Jésus-Christ. Plus que jamais, Alalia se trouve au milieu des guerres des souverainetés entre les Étrusques en Italie et les Carthaginois. Cela se traduira par la bataille d'Alalia vers moins 540, ce qui modifiera grandement les forces en présence. Les Phocéens d'Adalia fuient vers Velia, ce qui profitera à Massalia. En 545 avant Jésus-Christ, Phocée est prise par les Perses et vidée de la moitié de ses habitants, grossissant les rangs de Massalia et d'Adalia. En 540, la bataille d'Alalia marque la fin de la présence phocéenne en Corse. L'île passe aux mains des Étrusques, la Sardaigne aux Carthaginois, et les Phocéens d'Alalia vont vers Élée, Velia pour les Romains, en Campanie, près de Salerne, encore inclus dans ce qu'on appelle la Grande Grèce. Du coup, Massalia voit son territoire entre Ibérie et Ligurie comme légitimé. La création des comptoirs massaliotes s'inscrit dans la volonté de limiter les conquêtes étrusques à l'est, comme on le verra avec la ville d'Antipolis, et les volontés d'expansion des Ibères un peu, et surtout des Carthaginois à l'ouest, avec Emeroscopion et Emporion notamment. Mais revenons donc sur ces différents comptoirs, je vous propose de partir de l'ouest vers l'est. Emeroscopion, on l'a déjà évoqué avec Strabon. Entre le Sucron maintenant et Carthage, à une faible distance du fleuve, se trouvent trois petites places dont la population est massaliote d'origine. La plus connue des trois est Emeroscopion. Sur le promontoire qui la voisine s'élève un temple consacré à Diane éphésienne et un grand honneur dans le pays. Sertorius en avait fait sa place d'armes maritime, c'est effectivement une position très forte et un vrai nid de pirates qui s'aperçoit de très loin en mer, on l'appelle le Dianium, ce qui équivaut pour nous à Artemisium. À proximité de ce cap se trouvent des mines de fer et de bonne qualité, et les petites îles de Planisia et de Plumbaria
puis en dedans de la côte une lagune de 400 stades de tour. Difficile d'en dire plus sur cette place phocéenne dont parle Strabon. D'abord parce que peu de personnes à part lui ne l'évoquent et surtout parce qu'on ne l'a pas retrouvé de traces archéologiques attestant cette présence grecque là où devrait se situer ce promontoire. On parle de Dénia dans la province d'Alicante, au sud de Valence, ce qui peut correspondre à la description de Strabon si on considère que le Sucron est le fleuve Ioucar au nord de Dénia et on trouve au sud Cartagena, signe évident de la présence des Carthaginois dans cette partie de l'Espagne. Mais il y aurait une grande cité encore plus proche du détroit de Gibraltar, ce qui n'est pas impossible. Il est attesté que les Phocéens dépassèrent le détroit en marins intrépides qu'ils étaient. Cette ville se serait appelée Ménaké. Strabon nous dit, la première ville qu'on rencontre dans cette partie de la côte est Malacca. Située juste à la même distance de Calpé et de Cadira, Malacca est l'emporium ou le marché qui fréquente de préférence les pubs numides de la côte opposée. Il s'y trouve d'importants établissements de salaison. Quelques auteurs pensent que cette ville n'est autre que Ménaké, que la traduction nous donne pour la plus occidentale des connes-villes phocéennes. Mais il n'en est rien. L'emplacement de Ménaké, ville d'aujourd'hui ruinée, se trouve à une distance plus grande de Calpé, et d'ailleurs le peu de vestiges qui en restent dénotent une ville hellénique, tandis que Malacca, en même temps qu'elle est le plus rapprochée de Calpé, a la physionomie complètement phénicienne. La ville est évoquée pour la première fois par Sinos de Chios, au IIe siècle avant Jésus-Christ, comme étant une ancienne possession massaliote. Sinos de Chios la situe près des colonnes d'Héraclès, des Trois de Gibraltar. Strabon et Vénus mentionnent le fait que cette ville peut se situer au niveau de Malaga, ou à proximité immédiate de cette ville phénicienne, ce qui est compatible avec la localisation proposée par Sinos de Chios. De nombreux éléments justifient les doutes de Strabon quant à la localisation de la ville massaliote au niveau de l'actuel Malaga. L'indice le plus marquant est le fait que Malacca a été fondée par les Phéniciens autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit plus d'un siècle avant l'arrivée des Massaliotes, ou plus généralement de Phocéens dans la région. Les découvertes récentes effectuées au niveau de la petite ville de Torre del Mar permettent d'envisager d'y situer Ménaké. En remontant la côte, on trouve Emporion, situé dans le golfe de Rosas. Créé au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, cette fois-ci, la localisation ne fait aucun doute. On trouve des restes de cette cité à Saint-Martin de Emporias. Les comptoirs côtiers des Phocéens puis des Massaliotes sont des emporions. En effet, emporion désigne un port de commerce par opposition à la cité à proprement dite, située à l'intérieur des terres comme le Pirée qui est le port d'Athènes. Le terme désigne aussi toute place maritime fondée dans une colonie ou un territoire étranger, et c'est ce qui nous intéresse ici. Les nombreux comptoirs massaliotes avaient pour but de contrôler les opportunités de négoce, comme la route de l'étain venant de Bretagne, avec les comptoirs le long du Rhône, mais aussi l'or avec Agathée, Agde, à l'embouchure de l'Hérault, fleuve aurifère, ou Olbia, hier, et ses salins. Strabon nous apprend. Emporion, colonie de Massalia, n'est qu'à 40 stades environ du mont Pyrénées et de la frontière de la Celtique. Dans le principe, les Emporites n'avaient occupé que cette petite île voisine de la côte, qu'on appelle aujourd'hui Paléonopolis, la vieille ville, mais actuellement leur principal établissement est sur le continent et comprend deux villes distinctes séparées par une muraille. Voilà pourquoi, dans le voisinage immédiat du nouvel Emporion, se trouvaient quelques tribus d'Indicètes, mais qui, tout en continuant à s'administrer elles-mêmes, voulurent, pour leur sûreté, avoir avec les Grecs une enceinte commune. Par le fait, l'enceinte fut double, puisqu'un mur transversal la divisa par le milieu, mais avec le temps les deux villes se fondirent en une seule cité, dont la constitution se trouve être un mélange des lois grecques et des coutumes barbares, ce qui, du reste, s'est vu en beaucoup d'autres lieux. Ajoutons qu'à peu de distance d'Emporion passe un cours d'eau qui descend du mont Pyrénées et dont l'embouchure sert de port à la ville. Les sources anciennes et l'archéologie confirment que cette ville était double, sinon triple. En effet, un premier établissement grec remontant à la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ a été fondé sur un isthme aisément défendable. Les vestiges de ce poste ont été mis à jour au niveau de l'actuel Saint-Martin de Emporias et correspondent très certainement à la vieille ville de Strabo. Ce premier établissement a été succédé par la création au cours de ce même VIe siècle avant Jésus-Christ d'une nouvelle ville sur le continent. Les deux villes ont été occupées simultanément. À l'époque romaine, les deux précédents sites ont été rassemblés sous la forme d'une ville unique, Emporion. Toujours en remontant, on trouve Rhoda. Poste massaliote mentionné pour la première fois au IIe siècle avant Jésus-Christ sous la forme Rhodée la seconde. Les auteurs antiques indiquent tous que ce site aurait été fondé par des colons rhodiens avant d'être peuplé par les Emporites, les habitants d'Emporion, et de passer sous la dépendance de Massalia. Sans certitude, c'est un comptoir grec au 5e siècle avant Jésus-Christ, d'après l'âge des plus anciens vestiges trouvés autour de la colline de Santa Maria, sur la commune de l'actuelle Rosas. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, la ville grecque s'étend jusqu'au niveau de l'actuel port, jusqu'alors détachée de l'établissement. Cette ville participa largement à l'expansion de l'influence hellénistique dans les Pyrénées orientales et la vallée de l'Aude.
La période de prospérité fut relativement courte puisque c'est au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ que ce comptoir est progressivement abandonné. Strabon disait à son propos: on raconte ceci des Rhodiens, ce n'est pas seulement du jour où ils ont fondé la ville actuelle que date leur prospérité maritime. Mais de longues années avant l'établissement des Jeux Olympiques, ils cherchaient déjà loin de leur patrie des moyens d'existence. Dès lors, ils allèrent jusqu'en Ibérie, où ils fondèrent Rhodos, Rhodé, que possédèrent plus tard les Massaliotes. Passons à Agatha qui donnera la ville de Agde, important comptoir massaliote établi entre l'embouchure de l'Hérault et le bassin de Thau, à proximité immédiate de Béziers. Agatha a été édifiée sur une petite butte volcanique à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette fondation massaliote était destinée, selon Strabon, à bloquer les Ibères. Nous savons par Étienne de Byzance, 5e siècle après Jésus-Christ, que cette possession massaliote se traduit en fait par la bonne chance ou la bonne fortune. Ce nom est plus exactement celui d'une divinité tutélaire de la fortune, de la prospérité et de la destinée d'un État. Strabon nous apprend: les deux cours d'eau que nous venons de nommer et qui descendent du mont Pyrénées se jettent dans la mer entre Narbonne et l'Amprodisium. Quant à ceux qu'on doit déboucher de l'autre côté de Narbonne, ils descendent tous du mont Sémène. C'est de cette chaîne de montagnes, par exemple, que viennent indépendamment de la Taxe, l'Orbis et la Rauris, lesquels passent le premier à Baéthéra, ville forte voisine de Narbonne, et le second à Agathée, colonie de Massaliote. Un mot rapide sur Latte, car ce n'est pas un comptoir massaliote proprement dit, mais sa position en fait une place importante pour le négoce. Au départ oppidum celtique, la Tara, fondée en 525 avant Jésus-Christ par des Étrusques, ville portuaire, est une place forte dans le réseau des emporions, comme le confirment des fouilles et les nombreuses amphores, notamment de Massalia, qu'on y a trouvées. Ensuite, on va parler des villes stratégiques pour le commerce, avec le Rhône, en commençant par Rodandousia, qui doit son nom directement au fleuve. Rodandousia, probablement localisé au niveau des lieux-dits de l'Argentière et Espérant, sur la commune de Saint-Gilles, dans le Gard, ce nom se rapporte à celui du Rhône voisin et non à celui d'éventuels colons rhodiens. Ce poste, certainement bien défendu, devait, selon Strabon, servir à défendre le littoral massaliote contre d'éventuelles incursions gauloises par la vallée du Rhône. En plus de cela, il semble évident qu'à l'instar de Téliné, Rodandousia constituait un point important sur la voie commerciale du Rhône et un des sites privilégiés de diffusion vers la Gaule de la culture grecque. Les témoignages antiques ne suffisent pas à situer de façon précise Rodandousia. Néanmoins, des découvertes réalisées au XXe siècle à l'Argentière, près du château d'Espérant, et de nombreux fragments architecturaux monumentaux, d'inscriptions grecques, de céramique attique, pseudo-ionienne, amphores massaliotes, incitent à reconnaître ici la présence d'une ancienne ville grecque. Ce site est connu depuis des fouilles conduites en 1909. Les plus anciens vestiges reconnus remontent aux alentours de 525 avant Jésus-Christ, ce qui doit correspondre à la date de fondation de ce comptoir. Toujours dans le but de dominer le Rhône et faciliter la route de l'Étain notamment, les Massaliotes ont occupé Téline, qui deviendra plus tard Arles. Téliné, nom d'un comptoir massaliote établi sur le Rhône au niveau de l'actuelle Arles, son nom ne nous est connu que par l'aura maritima d'Arvinus, sous le nom Téline. Ce toponyme dériverait du mot grec qui signifie mamelle. Téline serait littéralement la mamelue ou la nourricière. Sur ce site ont été identifiées des céramiques grecques du 6e siècle et 4e siècle avant Jésus-Christ. Avénius nous apprend que cette cité a été abandonnée par les Grecs avant d'être réoccupée par les vols carécomiques qui lui donnèrent le nom d'Arolate. Cet événement témoigne d'une déprise des Massaliotes dans la vallée du Rhône que l'on doit certainement dater du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. On va évoquer ensuite quelques cités qui ne sont pas des comptoirs massaliotes, mais qui bénéficient de très bonnes relations avec Massalia, de par leur situation sur le Rhône ou la Durance. Avignon, importante ville du sud de la Gaule, Avignon, l'actuel Avignon, dans le Vaucluse, était la capitale des Cavars. Cette ville a fait l'objet de très nombreuses mentions dans l'Antiquité. L'histoire ancienne de cette ville est très mal connue. Reprenant les observations d'Artémidore d'Éphèse, description géographique, Étienne de Byzance en fait une ville appartenant à la cité de Massalia. L'archéologie ne le confirme pas, mais précisons que les découvertes réalisées au niveau de l'oppidum d'Avignon indiquent bel et bien que ce site a été profondément hellénisé. Cette hellénisation semble plutôt le fait de rapports privilégiés entretenus par les Cavars avec les Massaliotes. Tout naturellement, les Massaliotes occupaient un temps Cavaillon. À l'époque celtique, Cavaillon se trouvait sur la colline qui le domine aujourd'hui, appelée Saint-Jacques. Il fut occupé par une colonie massaliote. On y a trouvé à diverses époques une foule de monnaies celtiques massaliotes et romaines, des inscriptions, des urnes, prouvant son importance. Strabon l'appelle Cavaillon Urbs. Pline la place parmi les villes latines. Il existe encore à Cavaillon une porte triomphale ou arc de triomphe de l'époque romaine. Dans les Alpilles, on termine par Glanon, proche de l'actuelle Saint-Rémy de Provence. De fondation celtique, Glanon subit une grande influence grecque. Elle est vouée au dieu guérisseur gaulois, Glanis, avant d'être Glanum, cité antique de l'Empire romain, sur la commune de Saint-Rémy de Provence dans les Bouches-du-Rhône.
Elle a connu son apogée à l'époque du premier empereur romain Auguste. Son développement s'est appuyé sur les protections des reliefs des Alpilles, la présence d'une source sacrée et le voisinage de la voie domitienne. De fondation celtique, la ville a été sous influence grecque, sans doute de Massalia. Dans les derniers temps de l'indépendance, de véritables constructions de type grec, directement inspirées de Marseille, sont édifiées. Maisons à péristyle, temples, puis à dromos, l'ensemble encore bien préservé de nos jours a pu faire croire une occupation de la ville par les Marseillais. En 125 avant Jésus-Christ, le peuple de Glanon et les Saliens se dressent contre les Grecs, qui ne sont pas très nombreux. Les Grecs sur le point de perdre font appel aux Romains, qui écrasent les Saliens à Entremont. Beaucoup des monuments anciens furent détruits à ce moment-là. On reparlera d'Entremont au moment d'évoquer les Oppidas dans une prochaine vidéo et bien d'autres, Entremont étant à l'origine d'Aix-en-Provence. On reprend le chemin de la côte en partant de Massalia vers l'Italie avec Citariste, qui donnera la Ciotat. Citarista, port des Massaliotes, il apparaît certain qu'on retrouve ce nom dans le toponyme actuel de Céreste, sur la commune de la Ciotat. Seul problème, Céreste se situe aujourd'hui à près de 2 km de la mer, ce qui laisse supposer que le site antique se trouve au niveau de l'actuelle La Ciotat. Des fouilles ont été réalisées par l'INRAP en 2006, sous la direction de Mélinan, au niveau de la ZAC de la Source du Pré, près du vieux port de La Ciotat. Un système de terrasses en pierre sèche, d'origine supposée hellénistique, a été repéré. Ceci témoigne de la présence d'installations agricoles, exploitations vinicoles ou oléicoles des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ. De nombreux fragments de tessons d'amphores ont également été mis à jour. Les résultats disponibles n'ont pas permis d'observer des vestiges de la ville grecque, mais peuvent contribuer à indiquer que celle-ci était peu distante. On peut aussi citer Théroéis, que l'on peut situer au Brusque sur la commune de Sifour-les-Prages. Théroéis, nom d'un poste massialote évoqué dès le 2e siècle avant Jésus-Christ par le pseudo-Simos, son nom s'explique selon les descriptions géographiques d'Artémidore d'Éphèse, cité par Étienne de Byzance, par l'insigne que portait l'un des vaisseaux phocéens ayant fondé Massalia, à savoir le taureau. Ce toponyme est cité par de nombreux auteurs de l'Antiquité sous de nombreuses formes et variantes. Il n'est pas possible pour le moment de proposer une étymologie convaincante. Cette station massaliote a été identifiée très clairement au niveau des lieux dits le Brusque et le Mouret, sur la commune de Sifour-les-Plages dans le Var. Des fouilles entreprises ici depuis la fin du XIXe siècle ont en effet permis de reconnaître là l'existence d'installations antiques avec de nombreux éléments d'origine hellénistique. Ce sont les campagnes de fouilles organisées dans les années 1970 qui ont permis d'observer sans le moindre doute les vestiges d'un habitat fortifié grec. Ensuite, on trouve Olbia au niveau de Saint-Pierre-de-la-Manare sur la commune de Hyères. Olbia, canton massaliote, correspond au site hellénistique mis au jour au niveau de Saint-Pierre-de-la-Manare à Hyères dans le Var. Ce toponyme vient du grec Olbia qui signifiait chance, bonheur, ce qui amène à traduire son nom par la chanceuse, la bienheureuse. Le site archéologique a été découvert au milieu du XIXe siècle, identifié comme étant l'antique Olbia en 1909, suite à la mise au jour d'une inscription non équivoque, avant de faire l'objet de plusieurs campagnes de fouilles depuis 1956. Cette localité fut fondée vers 350-325 avant Jésus-Christ, sur le littoral, au pied du mont des Oiseaux, au point de jonction de l'isthme de la presqu'île de Gien avec le continent. À l'origine, Olbia fut fondée pour servir d'escale aux navires, mais également pour protéger les possessions massaliotes des Celto-Ligures et autres pirates de la région. Cette dernière fonction explique pourquoi ce site a les caractéristiques d'une fondation militaire avec une enceinte quadrangulaire de 165 mètres de côté, un stade, surmonté par 4 tours d'angle et 4 autres tours sur les 4 côtés du rempart. 2 rues principales se croisant à angle droit, divisant la ville en 4 quartiers eux-mêmes, scindés en plusieurs îlots par des rues secondaires. Ces îlots étaient divisés en 3 parcelles de même taille, traduisant la volonté d'une répartition égalitaire entre les colons. Selon Brun, 1999, ce comptoir fut conçu pour recevoir 400 familles. Citoyens de Massalia, les habitants d'Olbia étaient à la manière des clérouques d'Athènes, des soldats colons, pêcheurs, agriculteurs qui avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime. Le comptoir de Pergantion. Bien avant le fort de Brégançon, sur ce lieu, les Ligures y construisirent un oppidum qui devint un comptoir massaliote sous le nom de Pergantion. Et ensuite, on trouve le port à l'origine de Cavalère. Heraclea Cacabaria, port supposé massaliote, mentionné dans l'itinéraire d'Antonet, sous la forme Heraclea Cacabaria. Ce port était, selon ce même itinéraire, situé au-delà de Foro-Iuli, Fréjus, et du Sinus Sambracitano, golfe de Saint-Tropez, et avant d'Alconis, la rade de Borne. Il s'agit sans doute de l'actuel Cavalère, dont le nom serait directement dérivé de Cacabaria. À partir de la dénomination latine Heraclea Cacabaria, il est possible d'en déduire la forme grecque ancienne. Heraclia se rapporte bien entendu au dieu Héraclès, tandis que Cacabaria semble dériver du grec ancien, qui veut dire la perdrix.
Pendant quelques décennies, Héraklia Cacabaria a été localisé à Saint-Tropez. En effet, certains historiens ont considéré que l'Athénopolis Massaliote aurait été remplacée à l'époque romaine par le toponyme Héraklia. Cette position curieuse, consistant à considérer que les Romains auraient remplacé l'ancien toponyme grec par un autre toponyme grec, s'est imposée un temps. La commune de Saint-Tropez prendra même le nom d'Héraclée pendant la Révolution française. Cette hypothèse est aujourd'hui rejetée. Toujours en allant vers l'Italie, on trouve le comptoir d'Athénopolis. Athénopolis, nom d'un petit comptoir massaliote, cet établissement est généralement placé au niveau de l'actuel Saint-Tropez, dans le département du Var. Les derniers travaux en date relatifs au comptoir grec du sud de la Gaule reprennent cette proposition de localisation, Dominguez 2005, sans pour autant apporter le moindre argument. Cette localisation est en effet discutable, aucun vestige grec n'ayant été mis à jour à Saint-Tropez. On notera néanmoins le fait que Pomponius Mela mentionne Athénopolis comme étant situé entre Forum Iulium, Fréjus, et Olbia, hier. Le site de Saint-Tropez se trouve au fond d'un golfe, le Sambracitanus, de l'itinéraire d'Antonin, qui est effectivement très favorable à l'installation d'un port. Son nom est grec, on y reconnaît un préfixe Athéno, du nom de la déesse Athéna, fils de Zeus et de Métis, déesse protectrice d'Athènes, patronne des artisans, déesse de la guerre et protectrice des héros. Ce préfixe est associé à un suffixe polis, signifiant ville. Ce poste a priori sans importance est cité par Pline et Pomponius Mela. À force de progresser vers l'est, nous voilà arrivés à une ville dont le nom vient de sa situation géographique, Antipolis. Antipolis, poste massaliote, puis métropole d'une petite cité gallo-romaine, le nom d'Antipolis est grec. Il s'explique par anti, qui signifie opposé, et polis, ville. Ce toponyme signifie littéralement la ville opposée, la ville d'en face. Il s'agit de l'actuelle Antibes, Alpes-Maritimes. Cette place a été édifiée pour combattre les pilleurs celto-ligures et garantir la sécurité des commerçants massaliotes. Antipolis fut d'ailleurs assiégée à plusieurs reprises au IIe siècle avant Jésus-Christ par les peuplades voisines. L'emplacement de la ville antique doit correspondre à la vieille ville d'Antibes, où des vestiges épars ont été mis à jour. On notera néanmoins la découverte dans les années 1960 de sanctuaires grecs de plein air datés du IIe siècle avant Jésus-Christ à l'époque augustéenne, au niveau de l'actuel parc de Vaugrennier, sur la commune voisine de Villeneuve-Loubet. Et nous voilà à Nicaea, qui deviendra Nice. Nicaea, comptoir massaliote qui pourrait correspondre à l'actuelle Nice. Différentes localisations ont été proposées pour l'antique Nicaea, la colline du château étant celle qui longtemps a été retenue. Les différentes campagnes de fouilles menées ici n'ont néanmoins jamais révélé la moindre trace d'installation massaliote. Sur les bases des résultats des fouilles menées sur différents sites massaliotes, Olbia, Saint-Pierre-de-Almanar, Algata, Quiquet, à Agde, Emporion, Saint-Martin de Emporias, il est d'ores et déjà admis que ces établissements étaient systématiquement associés à un plan directeur pour la cité et une cadastration pour son territoire. Morabito en 2003 et Dominguez en 2005. Un découpage orthonormé apparaît très clairement, après avoir exclu de son analyse la trame spécifique aux aménagements urbains du XIXe siècle et employant une méthodologie stricte, Morabito a reconnu les probables traces du plan directeur orthonormé de la cité massaliote au niveau du quartier du Vieux-Nice, bordé au nord et à l'ouest par le Paillon et à l'est par la colline du Château. La localisation du port pose problème. Peut-être s'agissait-il d'un port fluvial comme à Agatétiquet, Agde, ou alors d'un port de mer correspondant à l'actuel bassin de l'Olympia, au port de Nice. Le nom de Nicaea s'explique par le mot grec qui signifie victoire. Cette possession massaliote est mentionnée par Strabon et Polybe. L'extrémité du domaine massaliote se trouvait au IIIe siècle avant Jésus-Christ au niveau d'Antipolis, selon Pseudo-Ximos. Les premières citations mentionnent Nicaea comme un comptoir massaliote remontant à Strabon, qui nous apprend que cette place a été fondée pour contrer les incursions ligures. Enfin, Polybe évoque le siège de cet établissement par les Celto-Ligures en 155-154 avant Jésus-Christ, ayant conduit à l'intervention du consul romain Quintus Opimius. Pour finir cette partie de la côte, parlons de Monoecus ou Portus Herculus Monoici, nom d'un port massaliote correspondant à l'actuel Monaco. La plus ancienne mention de ce port remonte visiblement au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ et la périésèse d'Hégracatée de Billet, qui l'évoque sous la forme monoïkos, fragment conservé dans les ethniques d'Étienne de Byzance. La description qui nous est donnée par Strabon, qui évoque ce port sous la forme monoïkos, nous incite à croire qu'il était de faible envergure et que s'y trouvait un temple. Nous ne savons pas avec précision où se situait ce port. Une chose est néanmoins certaine, à l'époque romaine, un port y sera édifié entre les quartiers de Monégheti et d'Espélugue. Le nom même de ce port pose problème. Strabon nous invite à penser que Monoïkos serait un équivalent de Hercule, Héraclès. Certains rapprochent son nom de celui du dieu punique Melkart, Ménoarque, ce qui implique une éventuelle installation carthaginoise précédant l'occupation grecque. Du point de vue archéologique, rien ne va dans ce sens. Cette assimilation à Hercule
et confirmé plus tard lors de la romanisation du port qui deviendra Portus Herculis Monoici. Il est aussi probable que chez Lucain, le port portant le nom sacré d'Hercule soit bien Monaco. On notera également qu'Aménien Marcellin fait d'Hercule le fondateur du port et de la citadelle de Monoicus. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube Juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.